Général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Vous avez travaillé avec l'US Navy sur la base américaine de Norfolk. Vous connaissez bien les Américains. Avec nous depuis Kiev, Tetiana Ogarkova. Bonsoir à vous aussi. Vous êtes journaliste, responsable du département international Ukraine Crisis Media Center. Tetiana Ogarkova, à Kiev, où vous vous trouvez, est-ce que l'imminence d'une guerre est prise au sérieux ? Alors bonjour à tout le monde. Oui, en effet, les signaux qu'on a commencé à recevoir à partir d'hier soir sont bien sûr alarmants. Bien sûr, les actualités qui disent que plusieurs ambassades essaient d'évacuer leur personnel ou bien de toute manière faire partir une partie de familles des diplomates. Ensuite, on a reçu d'autres nouvelles sur, par exemple, l'arrêt de vol de certaines compagnies aériennes telles KLM ou bien la nouvelle sur le départ des instructeurs militaires britanniques et américains. Bien sûr, tout cela crée une ambiance très anxiogène, je dirais, pour la population ukrainienne, pour les citoyens ukrainiens. Il faut savoir que l'Ukraine vit dans l'angoisse de cette menace russe depuis 3 mois au minimum, sans compter le fait qu'on est en état de guerre depuis 8 ans, depuis 2014. Donc ça crée une ambiance très tendue. Général Trinquant, est-ce qu'une guerre est imminente ? Alors écoutez, je crois qu'on est dans une partie extrêmement compliquée. Il faudrait lire dans la tête de M. Poutine pour savoir si tout ce qu'il met en œuvre va déboucher. Actuellement, sur le terrain, des images satellites montrent de plus en plus de déploiement d'un hôpital militaire de campagne, ce qui n'est pas très rassurant puisque c'est pour traiter les blessés. Manœuvres au nord, en Biélorussie, manœuvres maritimes aussi en mer Noire. Donc tous ces signes sont inquiétants. Ceci étant, je pense qu'on est dans on joue non pas un jeu d'échecs, je m'avance beaucoup là, mais la tension est plus importante que l'exécution. Et donc le président Poutine met en tension l'OTAN. Et il a face à lui un président Biden et des Américains qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui montent la tension. Qui joue le jeu ou qui crie au loup ? Qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui font monter la tension également. Et à mon avis, si la tension est poussée jusqu'au bout, les Américains vont être perdants. Parce que comme il n'y aura pas d'exécution et qu'ils disent tous les jours qu'il y aura une attaque et il n'y a pas d'attaque, ils auront perdu une crédibilité. Ça me rappelle étrangement ce qui s'est passé à l'époque où j'étais à New York en 2003, au moment de la guerre d'Irak, où les Américains ont raconté plein de choses et ont fini par attaquer, alors qu'on savait très bien qu'il n'y avait aucun indice d'armes de destruction massive. Je voudrais souligner, puisqu'on est avec une interlocutrice à Kiev, que moi j'ai une grande admiration pour le président ukrainien, qui fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, et c'est ça qui est important, garder son sang-froid dans cette crise. On va retourner en Ukraine, vous avez tout à fait raison. Depuis 2 mois, le président américain ne cesse d'alerter sur un risque d'invasion. L'Ukraine lui répond du calme. Tetiana Ogarkova, toutes ces informations provoquent la panique, c'est ce que dit le président Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est la panique ? Je dirais que c'est pas la vraie panique en Ukraine, puisqu'il faut savoir déjà que le pays vit dans la situation de menace permanente avec un voisin russe, voilà, depuis pas mal d'années. Donc les citoyens ukrainiens sont prêts à une attaque. Et il faut dire aussi que l'armée ukrainienne est bien beaucoup plus prête aujourd'hui qu'il y a 8 ans, en 2014, au moment où la Crimée était annexée et une partie de Donbass ukrainien a été occupée par les forces armées russes. Donc on est prêt. Et bien sûr, je dirais que voilà, le sang-froid, voilà, il est là, mais ça n'empêche qu'il y a une certaine angoisse, parce qu'aujourd'hui, on reçoit un peu trop de signaux très contradictoires et de partenaires, des alliés de l'Ukraine qui sont très importants et qui sont solidaires avec l'Ukraine, on le constate aussi dans ce moment de menace. Donc, on sait que tout peut arriver, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la panique, en fait. Ça veut dire qu'il y a une certaine attitude sereine vis-à-vis de la menace qui existe. Mais comment vous expliquez qu'on n'écoute pas les appels au calme de votre pays, de l'Ukraine ? Pardon ? Comment vous expliquez qu'on n'écoute pas ces appels au calme du président ukrainien ? Vous voulez dire qu'on a la population entend bien l'Ukraine, c'est-à-dire que le président appelle au calme et il n'est pas entendu par les États-Unis, par exemple.
Bah écoutez, chaque pays a sa manière, sa stratégie de communiquer. On comprend bien que cette stratégie américaine, si vous voulez, est aussi nourrie, bah, elle est aussi motivée par un certain jeu, on va dire, du combat, parce que ce n'est pas uniquement le combat militaire, c'est aussi le combat d'information. Euh, Peut-être ils ont leur propre stratégie et sans, il est pas du tout exclu que cette stratégie de parler beaucoup, de souligner, de suragir en quelque sorte vis-à-vis de la menace russe, ça peut être aussi un facteur de faire arrêter voilà, de composer, si vous voulez, leur projet. Donc on ne peut pas l'exclure. Et donc, ça peut être tout à fait utile pour la défense de l'Ukraine également. Est-ce que cette position américaine qui appelle, enfin qui n'appelle pas, mais qui redoute cette invasion et qui le dit, qui le répète, est-ce que ça a un effet d'entraînement sur les Européens malgré eux? Est-ce que ça agace en Europe? Bien sûr, alors je ne sais pas si ça agace, mais souvenons-nous, l'OTAN était en état de mort cérébrale. Le président Macron le disait il y a quelques mois. Après l'opération de Kaboul, qui a été un fiasco absolu pour les Américains et l'OTAN, les Européens commençaient à sérieusement se poser des questions sur l'OTAN. Et là, miracle, j'étais dans une réunion franco-russe il y a quelques jours, je disais merci au président Poutine d'avoir revivifié l'OTAN. C'est ce que l'OTAN doit dire en ce moment. Mais dans cette réunion, est-ce qu'il y avait un agacement face à la position américaine? Est-ce que la position américaine, c'est de jeter de l'huile sur le feu? Je pense que le jeu russe, c'est que cet agacement arrive s'il n'y a pas d'attaque. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas d'attaque russe, là, les Américains auront perdu la partie, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire que les Russes vont attaquer. Et là, les Européens vont dire, une fois de plus, on s'est fait berner par la campagne d'information et de désinformation américaine. Maintenant, ce que je dis n'est pas une certitude, parce que le président Poutine joue très très loin sa carte. Et donc, je répétais, il faut être dans sa tête pour savoir si, finalement, ça va être des manœuvres qui vont s'arrêter, de très grande ampleur, ou si ça va être une réelle attaque. En cas de guerre, si guerre il y avait, est-ce qu'il y aurait un impact sur le sol européen? Alors sur le sol européen, probablement par les mesures économiques qui seront prises. Il faut bien voir que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc l'OTAN ne combattra pas en Ukraine, c'est très clair. En revanche, Madame avait raison de le souligner, l'armée ukrainienne est bien mieux préparée. Donc pour les Russes, ça serait quelque chose d'extrêmement difficile. Ils ne pourraient pas occuper l'Ukraine, en clair. En revanche, les Européens prendront des mesures économiques, et on a beaucoup parlé par exemple de Gulf Stream 2, de l'arrivée du gaz qui représente 40% de la consommation. Et en hiver, c'est difficile. On approche de la fin de l'hiver, on approche des cartes que le président Poutine peut jouer. Parce qu'en plus, le terrain dans la région, je suis un tankiste sur les chars, deviendra très difficile à partir du mois de mars. Très boueux et donc... Très boueux, exactement. Et la frontière biélorusse, ce sont des marais qui seront quasiment infranchissables. Une dernière question très rapide. Quel est l'intérêt de lancer une guerre à laquelle tout le monde s'attend? Quel est, pardon? L'intérêt d'une guerre, à lancer une guerre à laquelle tout le monde s'attend? Il n'y a aucun intérêt à cette guerre-là. Et il y a d'autres moyens, des façons de guerre qu'on appelle hybrides. Le cyber, par exemple, est beaucoup utilisé. Et l'attaque sur les réseaux ukrainiens, à mon avis, provoque beaucoup plus d'effets que l'arrivée de chars dans la plaine ukrainienne. Tetiana Ogarkova, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Kiev. Merci infiniment. Je vous garde avec nous quelques instants, Général Dominique Trinquant, avec cette information. On vient de l'apprendre, l'opération Barkhane annonce avoir tué 40 djihadistes dans des frappes aériennes jeudi. Les terroristes étaient impliqués dans les attaques au Bénin qui ont fait 9 morts cette semaine. Vous rentrez de cette zone. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Ce que je peux dire, c'est que les armées françaises, Barkhane, et les Takuba, les Européens, travaillent remarquablement bien avec les armées maliennes, avec le Burkina Faso et avec toutes les forces de la région. Le problème qui se passe au Mali est un problème de politique interne malienne. La décision va être prise probablement à la fin de la semaine prochaine de savoir si Barkhane quitte le Mali. Mais en tout état de cause, la région a besoin. Le Bénin me disait... Le nord du Bénin, maintenant, c'est la ligne de front. Et on l'a bien. C'est vraiment cette menace qui existait d'aller vers des attaques qui vont vers les pays du Golfe de Guinée. On y est? Exactement. On y est. Actuellement, la menace est présente et il faut s'organiser rapidement si on veut empêcher le Golfe de Guinée, qui est une grande zone de trafic, de tomber entre les mains des djihadistes. Général Dominique Trinquant, merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.